Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il s'agit d'une vidéo FAQ. Alors c'est évident que je vais forcément pas aborder toutes les questions. J'ai sélectionné certaines questions, donc ne désespérez pas si vous voyez que votre question ne s'y trouve pas. Forcément je l'aborderai après. Et j'espère que vous ne serez pas déçus en tout cas de ne pas la voir dans cette vidéo aussi, mais forcément je vais faire d'autres vidéos FAQ, donc prenez patience, ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Alors voilà, la première question c'est: existe-t-il une différence entre le frileux affectif et le pervers narcissique et comment les différencier? Alors effectivement, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un frileux affectif. Donc ce sont ces personnes qui ne s'engagent jamais, que ce soit amicalement, que ce soit affectivement, donc au niveau du couple ou au niveau professionnel, ne vont jamais prendre de décision. Ils vont toujours laisser les autres en fait prendre les décisions tellement ils ont peur de se tromper. C'est un manque de confiance en soi. Et ce sont des personnes qui peuvent se mettre en couple, etc., avoir des amis sans problème, etc., mais vont choisir forcément des personnes qui ont plus tendance à prendre les rênes, donc autrement dit, à prendre les choses en main, et lui, par contre, va tout le temps éviter les engagements. Donc c'est évidemment cette personne qui va refuser d'avoir des enfants, qui va refuser de se marier, qui va refuser de s'engager dans un projet professionnel, de prendre des décisions importantes. Donc chaque fois, tout est repoussé à plus tard, et ce sont des personnes qui quelque part ont des points communs avec les pervers narcissiques dans ce sens où ils sont toxiques. Ça veut dire qu'ils vous font patienter, ils vous font espérer quelque chose qui n'arrive jamais parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils ne sauront pas s'engager, mais ils ne vous le disent pas clairement. Donc c'est par exemple être en couple avec ce type de personne, ça peut faire perdre pas mal de temps, et donc du coup la personne qui est en couple avec ce type de personne, bah oui, forcément ça devient énervant, et ce n'est pas source forcément de bonheur, puisque forcément on attend quelque chose qui n'arrive pas, on a l'impression qu'au final on perd ses objectifs de vue, on n'arrive pas à avancer, tout simplement à réaliser ses rêves, et donc oui, c'est quand même toxique, même si cette personne, on peut pas dire que volontairement elle vous fait du tort, au contraire d'un pervers narcissique qui lui va chercher automatiquement et va choisir automatiquement ce qui vous fait du tort, et même d'ailleurs parfois si ça lui fait du tort à lui. Vous avez des personnes, des pervers narcissiques qui provoquent des accidents de voiture juste pour vous faire du tort à vous, sans réfléchir qu'en fait ils s'en font aussi. Et donc du coup un frileux affectif ne va jamais avoir de comportement comme ça vraiment dangereux, au contraire ils vont fuir tout le temps les choses. Parfois ce sont des personnes qui justement ne conduisent pas parce qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité au niveau d'une conduite en voiture. Ce sont des personnes qui ne vont pas travailler ou qui vont travailler vraiment comme simples ouvriers exécutants, et qui vont surtout jamais être dans une position de décision. Et c'est vrai que c'est particulier comme relation, puisque avoir un ami comme ça, c'est avoir quelqu'un qui vous suit en permanence, mais c'est aussi ne jamais pouvoir vous reposer sur l'autre. Et forcément, là, on a une relation qui est disproportionnée, qui n'est pas gratifiante au final, et qui va au final s'essouffler aussi. Et c'est en ce sens que cette personne devient toxique. Donc la volonté de la personne n'est pas nécessairement d'être toxique, c'est vraiment à la base un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, une peur de se tromper continuelle, donc beaucoup d'angoisse. Ce sont des personnes qui sont très angoissées, parfois très timides aussi, parfois vont se mettre dans un coin et ne plus bouger. Parce qu'en fait elles ne savent pas gérer la vie, tout simplement. Ce sont des personnes qui ne vivent pas vraiment, qui ne savent pas prendre de risques, et qui ont toujours peur des conséquences de leurs actes éventuels, et même parfois des conséquences du manque d'actes. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de conséquences négatives quand on ne fait rien que quand on fait quelque chose et qu'on assume ses erreurs. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre un frileux affectif et un pervers narcissique. C'est pas du tout la même chose, même si l'un comme l'autre peut vous faire du tort. Le pervers narcissique de façon vraiment assurée et volontaire, le frileux affectif de façon plutôt involontaire, même si parfois certains frileux affectifs se rendent tout à fait compte qu'ils ont un gros problème, ils le cachent volontairement justement pour donner l'illusion qu'ils ont une vie aussi, puisque forcément à la base ils souhaitent aussi vivre une vie épanouie. Alors, donc la deuxième question c'est quelle attitude doit-on avoir face à un patron qui est pervers narcissique et des collègues qui le sont éventuellement ou qui jouent le jeu du pervers narcissique avant de démissionner? Alors moi je vous recommande de évidemment pas démissionner, mais plutôt de vous
de faire en sorte qu'on rompe votre contrat. Donc comment? Eh bien tout simplement en faisant semblant qu'on n'y arrive pas. Faisant semblant de ne pas être apte à la tâche pour laquelle on a été prévu. Alors évidemment c'est un petit peu le luxe de l'imbécile, je dirais, de l'intelligent, que de pouvoir faire l'imbécile. De pouvoir feindre les choses, c'est-à-dire que si vous êtes assez intelligent et assez subtil, ça va fonctionner, on va pas voir que c'est un jeu nécessairement, vous allez faire semblant que vous n'y arrivez pas, vous allez faire semblant que vous ne comprenez pas ce qu'on vous veut, tout simplement avec la plus grande gentillesse possible, et du coup tôt ou tard, je pense que l'entreprise va décider de se débarrasser de vous tout simplement, et une fin de contrat est préférable effectivement au fait de partir, puisque si vous voulez conserver votre chômage, c'est toujours meilleur. Et aussi, si vous souhaitez vous faire engager ensuite par quelqu'un d'autre, mais que vous n'avez pas encore trouvé d'autre boulot, et bien à ce moment-là, le nouveau patron peut se renseigner auprès de l'ancien. Or, si votre ancien patron est pervers narcissique et qu'il s'est débarrassé de vous parce qu'au final vous deveniez gênant et qu'il n'y a pas vraiment eu de rancœur et que vous n'avez pas vraiment été sa cible préférée, ça se passera d'autant mieux quand le patron va avoir des nouvelles de votre ancien patron. Évidemment, l'idéal est que ce nouveau patron ne demande pas du tout de renseignements auprès de l'ancien, donc même si c'est encore quelque chose qui se fait, je pense que ça se fait pas du tout systématiquement, donc n'ayez pas trop peur. Évidemment, idéalement aussi, ce que vous pouvez faire, c'est trouver un autre boulot directement et de dire à ce pervers narcissique: ok, j'ai trouvé quelque chose qui me convenait mieux. Ne dites pas, cette tâche ne me convient pas, vous êtes tous des connards, des choses comme ça, parce que évidemment le pervers narcissique, vous savez que c'est quelqu'un qui ne lâche jamais et que ça peut être aussi quelqu'un qui va vous ennuyer dans votre nouvelle entreprise. Donc ne perdez pas ça de vue, essayez de vous en défaire le plus facilement possible, je veux dire en restant le plus neutre possible, le plus effacé possible et le plus discret possible. Maintenant, si vous êtes déjà pris pour cible, ne vous laissez quand même pas faire, défendez-vous, parce que la rancœur, évidemment, c'est quelque chose qui peut vous empoisonner la vie aussi. Donc dites les choses que vous avez à dire au moment de partir, au moment où vous savez que c'est terminé. Vous pouvez aussi ouvrir votre sac et dire les choses telles qu'elles sont. Je serai plus heureux ailleurs, par exemple, et quelque chose qui va être difficile à entendre pour le pervers narcissique. J'ai trouvé des personnes plus compétentes que vous. Vous voyez, jouer sur vraiment un tableau, finalement, non pas d'attaquer personnellement la personne, mais de valoriser d'autres personnes, ce qui va faire plus mal au pervers narcissique que si vous l'attaquez directement en lui disant t'es un connard, machin, ou alors vous faites vraiment semblant que cette personne n'existe plus pour vous, et voilà. Donc je pense que la meilleure solution, c'est vraiment de s'effacer le maximum pour ne pas être la cible du pervers narcissique. Ne pas trop montrer non plus qu'on est joyeux de partir, parce que souvent c'est le cas quand on a affaire à des gens comme ça et qu'on se sent libéré, vraiment délivré, comme dit une chanson, de cette situation. On se sent vraiment libre et du coup on a envie parfois de crier de joie, ce qui peut nous surprendre nous-mêmes, puisque généralement quand on rompt un contrat, c'est plutôt quelque chose de triste, mais au final, au contraire, on peut masquer cette réalité-là qui est la nôtre et fêter ça plus tard, et même de façon personnelle intérieure. Mais voilà, ne vous laissez surtout pas désarçonner, ne croyez jamais rien de ce qui est dit d'un pervers narcissique, hein. Donc revalorisez-vous avec un nouveau travail, avec une nouvelle activité, et si vous n'avez pas trouvé d'autres travail, d'autres activités et que vous avez la possibilité d'aller au chômage, faites-en quelque chose justement pour vous reconstruire. Dites-vous, je vais être au calme, je vais être en paix, enfin, et réjouissez-vous, malgré le fait que souvent le chômage a une mauvaise... on voit ça comme quelque chose de négatif, de mauvais, mais ça peut aussi être une période où vous allez en profiter pour voir vos amis, vous allez en profiter pour vous reformer éventuellement dans d'autres domaines. Donc essayez de prendre le côté positif de la chose. Voilà, donc... n'allez pas non plus couver le cocotier juste pour voir ce qui va tomber, parce que les pervers narcissiques forcément vont vous viser du doigt et vont vous humilier tant qu'ils peuvent encore. Donc voilà, je pense que le mieux c'est de faire profil bas ou de se défendre si vous êtes déjà attaqué évidemment, mais dans ce cas-là, défendez-vous de façon subtile en lui faisant croire que vous avez plus que ce que vous avez et que vous êtes moins faible que ce qu'il pense. Ça va le désarçonner d'autant plus de lui prouver que vous avez plus de vie que lui, ça va le rendre jaloux et en final ça fera une belle revanche pour vous. La meilleure revanche face à un pervers narcissique, quel que soit le domaine, c'est quand même toujours de vivre sa vie et la vivre pleinement et de réussir dans son entreprise au final, de se prouver qu'on est capable de et qu'au final il a tout perdu. Voilà,
Alors, je vais passer donc à la troisième question. Est-ce que le pervers narcissique est quelqu'un de loyal? Alors je pense que la réponse est assez évidente, j'avais répondu comme ça directement, mais je me dis ça peut demander une certaine explication. Donc voilà, le pervers narcissique n'est jamais loyal parce qu'il regarde uniquement ce qui est bon pour lui. Donc forcément il peut dire blanc à l'un et noir à l'autre, il n'est jamais loyal. Il ne sera jamais loyal que par rapport à lui-même en fait. Donc si il est loyal par rapport à une chose ou par rapport à quelqu'un, c'est simplement parce que c'est à son avantage. Il n'est pas quelqu'un de loyal par nature, il ment constamment, il n'a pas vraiment d'ailleurs d'idée, c'est pas comme quelqu'un qui défendrait une idée. Lui au contraire, il s'oppose parfois par plaisir de s'opposer, enfin pour justement vous dégrader, vous rabaisser, c'est juste ça. Et il peut changer aussi bien d'avis en un temps record, ce qui est assez surprenant dans ce type de personnalité, et ce qui au final est assez peu courant par rapport aux autres êtres humains. Donc je veux dire, les autres êtres humains, ils ont une idée, généralement pour changer d'idée, ça ne se fait pas en un jour, et surtout pas en une heure. Et bien par contre, chez le pervers narcissique, ils peuvent changer très vite d'avis. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on repère que c'est un pervers narcissique, et surtout, il n'est pas loyal. Surtout, il ne l'est pas, et je ne vois pas en quoi vous allez attendre de lui quoi que ce soit. Question loyauté, bien entendu, ne vous laissez plus attraper avec ça. Il vous le fera peut-être croire, mais il ne le sera jamais. Alors, quatrième question, est-ce que l'art de la répartie aide à gérer ses émotions? Pour moi, donc, l'art de la répartie, c'est plutôt apprendre à s'exprimer, et donc du coup forcément apprendre à identifier ses émotions, mais c'est pas nécessairement pour autant qu'on va exprimer ces émotions-là. Quand on a quand on a l'art de la répartie, on a aussi une possibilité de se défendre face à ce qui n'est pas juste. Et parfois, il faut masquer ses véritables émotions et ses véritables sentiments. Donc, ça veut dire les identifier, mais en même temps, faire en sorte que les choses soient à notre avantage. Alors, la répartie peut être aussi une façon de dire les choses de façon humoristique. Et justement, de façon à être moins atteignable, mais en ayant quand même dit ce qu'on voulait dire. Donc oui, ça permet quand même d'être plus en contact avec soi-même, certainement, de gérer ses émotions, oui, mais je pense que la gestion des émotions va surtout jusqu'à dire ses émotions telles qu'elles sont pour établir la relation. Donc la répartie, ce n'est pas ça, hein. La répartie, c'est plutôt masquer des émotions pour pouvoir dire les choses et parfois se défendre. Je pense que c'est à ça surtout que sert la répartie. Et c'est un moyen aussi de se déstresser que d'utiliser l'humour. Donc là, pas de problème, face à un PN, c'est une bonne façon de faire que d'apprendre l'art de la répartie, justement. Pas tellement d'être en contact finalement avec ses émotions face à un PN, puisqu'il peut en jouer, donc autant distancier un peu ses émotions justement en faisant de l'humour. Donc voilà, moi je trouve que ça va pas super fort ensemble, même si les émotions, c'est important de savoir les gérer entre guillemets, mais c'est plus gérer les situations que d'avoir l'art de la répartie, que de gérer des émotions qui est plutôt interne, qui est plutôt due à l'introversion, et qui pour moi ça se fait plutôt, la gestion des émotions se fait plutôt de façon personnelle, individuelle, et pas en étant en relation avec quelqu'un. Ça peut se faire avant, après, mais pas pendant l'application de cet art de la répartie, justement, qui est le signe qu'on est en contact avec quelqu'un au niveau relationnel. Voilà. Alors, on m'a posé aussi, donc la cinquième question, c'est comment gères-tu ton temps dans la journée? Alors, est-ce que tu penses vivre de tes vidéos? C'était une question additionnelle. Alors, comment est-ce que je gère ça? C'est pas compliqué. Le matin, je me lève, comme tout le monde, je vais travailler, puis je reviens. Et quand je reviens, bien, je fais soit des vidéos, je réponds à des questions, je lis des mails, etc. Donc j'ai un employeur et forcément une grosse partie de ma journée est prise par cet employeur. Alors, est-ce que je voudrais vivre de mes vidéos? Bien, ça suppose aussi qu'alors, du coup, je n'aurais plus cet emploi-là, qui me prend quand même pas mal de temps. Et du coup, je sais pas si je veux vivre vraiment que des vidéos, parce que j'ai peur alors de manquer de contacts sociaux. Parce que ce que je trouve dans ce travail-là, c'est aussi, on a vraiment
une bonne ambiance entre collègues. Et donc ça me manque quand je reste toute seule, par exemple, quand je prends beaucoup de jours de congé, etc. d'affilée. Ben, à ce moment-là, je suis un petit peu en mal de relation, même si j'essaye justement de voir des amis, de voir des personnes de ma famille, etc. Pendant cette période-là, je me rends compte que quelque part, mes collègues vont me manquer si un jour je n'avais plus ce travail-là. Donc, est-ce que je voudrais vivre des vidéos? J'en sais rien. Je me dis, d'une part, ce serait bien parce que ça me permettrait d'avoir beaucoup plus de temps et de faire beaucoup plus de choses, donc de répondre beaucoup mieux aux questions, de faire beaucoup plus de suivi, d'aider beaucoup plus de monde, et donc forcément, c'est sympa. Mais de l'autre côté aussi, ça me ferait certainement perdre... en tout cas distancier certaines relations que j'ai, et donc du coup je suis pas super fan non plus de ça, j'en sais trop rien. En réalité, je pense que c'est trop nouveau encore pour que je me pose vraiment la question. D'autant plus que j'ai encore une autre activité d'indépendant, donc je fabrique des petits objets, et ça aussi, donc on m'avait posé une question là-dessus, donc là c'est la 6e question. Est-ce que tu peux donner un lien vers tes créations, m'avait-on demandé. Ça c'est une chose que je ferai peut-être éventuellement. Je ne sais pas vous dire si je vais faire ça maintenant, je pense pas. Mais dans une autre vidéo, je vous donnerai des liens vers ce que je crée. Je crée beaucoup plus de bijoux et de choses comme ça. Donc éventuellement ça pourrait vous intéresser. Je vous mettrai un lien, mais j'aimerais bien alors faire un lien qui soit un petit peu plus sympa. Je sais pas exactement comment je vais le faire. Donc là pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. J'y viendrai plus tard. Alors, la 7e question est comment trouver ses passions. Donc c'est une question qui revient régulièrement. Comment est-ce que je fais pour trouver mes passions? Alors la première chose, c'est vraiment essayer des choses nouvelles, essayer certaines choses que vous pensez pourraient vous plaire. On ne peut pas s'en rendre compte qu'en étant dedans et qu'en se disant ah ouais, ça c'est un truc vraiment qui me fascine, qui me plaît, quelque chose que j'ai envie de découvrir. Et donc la 2e solution, c'est de voyez vraiment ce qui vous motive. Voyez ce qui vous motive à vous lever le matin, à quoi pensez-vous, quelle question vous chiffonne. Est-ce que vous avez envie de... Par exemple, moi je sais que j'aime faire des bijoux parce que parfois, certains matins, je me dis ah, et si je faisais comme ça avec certains matériaux, est-ce que ça irait, est-ce que ça serait joli? Ah tiens, je vais essayer. Voilà. Et donc du coup, ça me pousse à faire quelque chose, donc ça me motive à... Ce qui vous motive à et ce que vous faites avec une certaine facilité aussi va marquer, va vous permettre de déterminer où sont vos passions, où sont vos désirs profonds, parce que c'est ça, et ça peut aussi se rattacher à l'enfance. Donc creusez dans votre enfance, que vouliez-vous faire quand vous étiez tout petit? Est-ce qu'il y avait des choses que vous vous disiez ah ça ce serait super? Moi je me souviens quand j'étais toute petite, je pensais, donc je voyais mon grand-père qui était dans sa cave et qui créait des petites maisons, etc. Enfin des petits objets aussi de décoration généralement, donc des petites postures, des choses comme ça. Donc j'avais envie, pour moi c'était ça l'image du bonheur. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi m'apaise énormément. Donc quand je me retrouve dans une pièce en train de fabriquer quelque chose, je sais que pour moi c'est quelque chose de très bon, que c'est quelque chose qui est représentatif pour moi d'une certaine image du bonheur. Et quand j'étais toute petite fille, je me disais oh, c'est quand même cool de pouvoir rester chez soi et de faire ce genre de choses plutôt que d'aller à l'école. Vous l'aurez compris, j'aimais pas trop d'aller à l'école à ce moment-là. Alors une autre question aussi qui revient constamment, et est-ce qu'on était déjà surdoué quand on était enfant? Si maintenant je me reconnais surdouée, comment se fait-il qu'enfant je me sentais pas spécialement surdouée ou quoi que ce soit à ce niveau-là? Je ne m'identifie pas comme un surdoué enfant. Est-ce que ça existe un surdoué enfant d'ailleurs? Ça c'est une question qui revient régulièrement. Alors évidemment quand vous êtes surdoué à l'âge adulte, même si ce terme surdoué est déjà lourd à porter, et je pense que c'est beaucoup pour ça que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, on pourrait dire ayant un certain talent parfois, ce serait plus juste de dire ça, voilà, j'ai un certain talent parfois dans certains domaines. Voilà, ça ce serait plus juste à dire parce que c'est plus ça au final d'être HP, tandis que quand on est enfant, effectivement ça existe déjà. Il y a déjà un certain type de fonctionnement, une certaine façon de penser qui reste. Ce que vous avez toujours été reste en fait. Et oui, forcément, vous avez été un enfant surdoué, même si vous n'identifiez pas comme ça. Généralement, les surdoués d'ailleurs se sentent très nuls parce qu'ils sont souvent rejetés par les autres, ne comprennent pas pourquoi, ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas s'adapter, pourquoi ils n'arrivent pas à faire ce que les autres font avec le plus grand naturel. Donc un enfant précoce, parce que c'est plutôt ça, le terme réel qui est plus utilisé, c'est enfant précoce. Sauf que ce terme n'est peut-être pas très bon non plus parce que ça se présuppose que
l'enfant, un jour ou l'autre, va se faire rejoindre par ses camarades et qu'il ne sera plus précoce, et qu'à ce moment-là, si on vous fait sauter une classe ou l'autre, eh bien c'est parce que vous étiez précoce à cet âge-là, mais que les autres vont forcément vous rattraper un jour ou l'autre, et après vous serez sur le même niveau. Or, c'est pas du tout ça. Enfant précoce veut vraiment dire façon de penser différente, façon de fonctionner différente, hypersensibilité très certainement, qui peut être masquée ou pas, qui peut être chapeaudée ou pas, qui peut être étouffée ou pas, je veux dire. Et donc, du coup, eh bien oui, vous arrivez avec ce que vous étiez d'avant, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, donc l'enfant que vous avez été vit en vous. Et c'est parfois tout un travail aussi que de savoir recontacter cet enfant-là et de lui demander comment étais-je enfant. C'est parfois des choses qui ont été tamisées, qui ont été étouffées, qui ont été cachées par les parents de cet enfant-là, par les professeurs aussi, ou parce qu'on le trouve parfois dérangeant. C'est un enfant qui posait beaucoup de questions, ou qui se posait beaucoup de questions aussi, parce que voilà, l'enfant précoce, généralement, soit il trouve une oreille attentive et du coup il pose beaucoup de questions, soit au contraire il ne trouve pas d'oreille attentive et du coup il se pose des questions puisque il n'a pas trouvé de possibilité de s'exprimer, il devient très timide, renfermé, etc. Et donc ça va être l'enfant justement qui ne bouge pas, qui va être hyper imaginatif, qui va imaginer toutes sortes de choses, d'objets utiles à la vie, mais où on va lui dire mais tu rêves tout le temps, tu n'es pas concentré, tu n'es pas intelligent au final puisque tu ne sais pas répondre. Et parfois c'est cet enfant qui sort un petit peu de son rêve à un moment donné puisqu'il est en train d'imaginer plein de choses, de créer plein de choses, et puis l'institutrice l'interrompt en plein milieu. Hein, bon. Et va lui poser une question auquel il ne saura pas répondre parce qu'il n'a pas nécessairement écouté. Et parfois c'est pas le cas, il peut à la fois créer un truc, s'inventer tout un univers. Donc vous avez vraiment des enfants précoces comme ça qui sont dans leur monde, et puis à un moment donné ils vont quand même entendre la question et répondre, et le prof sait pertinemment bien que l'enfant n'écoutait pas, était en train de faire autre chose, et ce qui va l'énerver c'est justement que cet enfant arrive à répondre alors que il est persuadé que il était complètement dans un autre monde, et donc il voudrait le recadrer à ce niveau-là, parce qu'en fait c'est la fonction du prof, hein, et donc voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants précoces qui ont ce problème et qui parfois ne s'estiment pas avoir été un enfant précoce. Alors évidemment, quand vous avez de la dysgraphie, de la dyscalculie, de la dyslexie, forcément l'enfant va se sentir moins que les autres, et du coup ne va pas s'identifier comme un surdoué, bien au contraire, parce que pour lui, surdoué, c'est le savant qui sait tout faire, c'est l'enfant modèle qui étudie très bien avec ses petites lunettes, qui est au premier rang en face au devant de la classe, en face du professeur. Mais en fait, un enfant précoce, ce n'est pas ça, ça peut être aussi le petit rebelle dans le fond de la classe qui regarde par la fenêtre, qui a envie de faire autre chose, qui a envie de s'en aller de l'école en courant, qui imagine tout et n'importe quoi, qui invente des jeux, et parfois qui joue d'ailleurs beaucoup tout seul, parce que la créativité qu'il a, les autres ne l'ont pas nécessairement, et donc du coup n'arrivent pas nécessairement à se rejoindre dans le jeu non plus. Et donc voilà, donc oui, si vous êtes surdoué, si vous êtes identifié comme surdoué, si vous avez fait des passations de tests, que le QI est approuvé et que vous avez vraiment ce fonctionnement particulier, vous avez forcément été un enfant précoce. Et une autre question qui est souvent liée à ça et qu'on me pose souvent, c'est comment ça se fait que personne n'a rien vu ? Vous pensez vraiment que personne n'a rien vu ? Ça, c'est vraiment ma réponse. Je pense qu'au contraire, beaucoup de personnes l'ont vu, mais ne savaient pas comment y répondre. Et donc, du coup, forcément, on n'a pas mis le doigt dessus simplement parce qu'on ne sait pas nécessairement poser les mots dessus, mais on savait qu'il y avait quelque chose chez vous de particulier parce que ça se voit, c'est un fonctionnement particulier. Donc ne doutez plus de ça. Si vous ne vous souvenez pas quand dans votre enfance on ne vous a pas pointé du doigt, identifié, etc., ce n'est pas grave, c'est pas pour ça que les personnes ne l'ont pas repéré. Donc voilà, je vais arrêter ici cette vidéo, je pense qu'elle est assez longue. J'espère que vous l'aurez aimée, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses en tout cas à vos questions. Si votre question était ici dans cette vidéo FAQ, donc je répète, j'en ferai d'autres, hein, ça va arriver au fur et à mesure. En tout cas, en attendant, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper aucune des vidéos. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.